Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Pierre May. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, tu es diplômé de Lyon en 1978. Tu es aujourd'hui vétérinaire retraité, ou presque, de la clinique vétérinaire dénommée la Yourte vétérinaire à Faverges. Ton CV est bien dense et je suis très heureuse que nous ayons plus d'1h30 devant nous pour en parler. En très bref, pendant les 20 premières années de ta carrière, tu te consacres à la pratique rurale, puis mixte, avec un intérêt certain autour de la qualité du lait. En 2000, débute ta passion pour les médecines complémentaires que tu implémentes rapidement dans ta clientèle. S'ensuit de nombreuses formations en tant qu'élève d'abord et ensuite en tant qu'enseignant. Tu es également auteur de l'ouvrage sur la phytoaromathérapie vétérinaire chez Medcom. Enfin, tu es mari et associé avec ta femme et tu as 2 enfants et 3 petits-enfants. Tu es passionné de jardinage, d'herboristerie, de vélo, de voyage, de musique et enfin de conférences de vulgarisation au grand public. Pierre, on a du pain sur la planche, je pense. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Alors, je vais commencer par la question traditionnelle, qui est pourquoi vétérinaire? La question s'est même pas posée, c'est-à-dire que j'ai eu une vocation très très précoce et je me suis intéressé aux animaux et à la nature en général, et plutôt à la faune sauvage au début qu'aux animaux de compagnie, parce que mes parents étaient pas très chauds pour avoir des animaux, mais je les ai imposés assez vite et on a eu des chats, des chiens, des oiseaux, etc., des tortues, tout ce qu'on pouvait élever, sauf un cheval ou une vache parce que le jardin n'était pas assez grand. Mais donc aussi loin que remontent mes souvenirs, dès l'âge de 3 ans, je parlais déjà des animaux, et dès l'âge de 6 ans, je savais que je voulais être vétérinaire. Ça m'a pas échappé, et c'était tellement fort que j'avais dit à mes parents, qui espéraient que je fasse des études longues de droit ou de lettres, etc., parce que j'étais plutôt en littéraire, et j'avais dit à mes parents, mais si je rate veto, parce que effectivement c'était pas gagné, je fais berger, je fais l'école des bergers, ou je fais l'école je fais une école de garde forestier et tout. Fallait que je sois dehors et que je sois avec des bestioles ou avec des arbres, avec du vivant, voilà. Donc tes parents n'avaient pas un attrait particulier pour les animaux, il y avait des mentors dans ta vie, des gens qui t'inspiraient justement autour de ces sujets-là? J'ai eu la chance d'avoir mon oncle, frère de mon père, qui était agriculteur, que c'était un agriculteur un peu spécial parce que c'était un monsieur très brillant dans ses études. Il avait réussi agro très jeune, donc Paris-Grignon, ce qui était l'école la plus prestigieuse, et donc il a monté une ferme, il a acheté des terrains, il a monté une ferme, il a eu les moyens pour acheter des terrains, monter une ferme, et il a voulu l'exploiter à l'américaine, c'est-à-dire que il a modifié toutes les entrées de la ferme, toutes les sorties pour mettre des gros tracteurs, des grosses machines, etc. Et moi, j'adorais aller dans cette ferme, et c'est là que j'ai commencé à toucher les vaches dès l'âge de 5-6 ans. J'allais traire les vaches chez lui, etc. Mais il avait déjà des commis, il l'a fait un petit peu à l'américaine, et après, il a eu des problèmes parce que il avait bien plus de dépenses que de revenus. Mais voilà, donc ça a été un peu mon mentor au début. Et puis, alors que mes parents étaient juristes tous les deux, donc pas du tout tournés vers le métier vétérinaire, qui passait pour un métier de plouc à l'époque un petit peu, parce que le vétérinaire qu'on connaissait, que j'aimais beaucoup, moi, qui était un vieux monsieur, enfin, quand j'étais jeune, c'était un vieux monsieur pour moi, et il était toujours en bottes, en blouse, il puait la vache en permanence. Quand il arrivait dans une réunion publique, parce qu'il faisait de la politique aussi locale, dans une réunion publique, et c'était entre 2 vélages, il était très très paillard, et j'aimais beaucoup ce monsieur, et mes parents étaient un peu effrayés
que je choisisse ce métier-là. Mais finalement, j'ai jamais lâché. Et puis, j'ai jamais lâché parce que j'ai dit à mes parents, ça sera ça ou rien. Et puis voilà. Donc, j'avais vraiment la vocation. Et comment ça se passe alors les études dans les années 70? Ah, le rêve. Si c'était recommencé, je signe pour 15 ans. J'ai passé des études. C'était un mélange parce que c'était à l'ancienne école vétérinaire. C'était un mélange de sciences, d'éblouissement de tout ce qu'on apprenait et d'ambiance un peu Harry Potter, un petit peu les Ozo, un vieux film sur les vieux collèges, parce qu'on était internes, on vivait tous dans cette école entassés les uns sur les autres. On était 450 élèves parce qu'à l'époque c'était 4 promos, 450 élèves dans un bâtiment qui était fait pour en recevoir 200, qui datait de Bourgelat. C'est la première école vétérinaire du monde, celle de Lyon, au bord des quais de Saône. Donc on était dans un endroit magnifique, historique, et en plus il y avait une espèce de cloître, parce que au départ ça devait être un bâtiment religieux, j'imagine. Avant, j'ai pas bien travaillé la question, et en plus des études fantastiques. Et on a déménagé au milieu de nos études, puisqu'on est allé s'installer dans la campagne à Marcy-l'Étoile. Donc on est passé d'une école du XVIIIe siècle, parce qu'elle datait du XVIIIe siècle, à une école, un campus américain à l'américaine, très moderne dans la campagne. Donc on a vécu cette transition et on est passé de l'historique au moderne, tout en gardant la même passion de la profession. Donc moi, mes études, ça a été une vraie merveille. Même la prépa, je garde dans mon souvenir de la prépa qui était pourtant raide. Et c'est quoi les aspirations d'étudiants vétérinaires à cette époque-là? Alors, à cette époque, la première chose, c'est qu'il y avait 90% de garçons et 10% de filles, exactement l'inverse de ce qui se passe maintenant. Donc, l'aspiration, c'était très masculin comme métier à l'époque. Des vétos femmes, j'ai fait des remplacements dès la première année. On avait à l'époque le droit de faire des remplacements, des petits remplacements en aide. On n'était pas en remplacement, excuse-moi. En aide dès la première année. Et on travaillait que chez des hommes, et on faisait que de la rurale. Les chiens, soigner les chiens et les chats, c'était considéré comme un métier de dandy. Tu vois, ceux à l'école, les quelques-uns qui disaient moi plus tard je veux faire de la canine et je veux m'installer à Lyon pour faire de la canine, on se moquait d'eux, tu vois. Et la rurale et les queens, c'était vraiment le travail noble à l'époque. Alors que le travail canine, c'était un peu, on considérait ça comme, pas des vrais vétos. On avait l'impression que les vrais vétos, s'ils mettaient pas les bottes, la blouse marron et qu'ils étaient pas en plein milieu du Charolais ou en train de soigner des chevaux ou de soigner des vaches en montagne, c'était pas des vrais vétos. Donc 85 à 90% des vétos se destinaient à la rurale à l'époque. Exactement le contraire de ce qui se passe maintenant, quoi. Bah oui, complètement. Ça paraît dingue quand on entend c'est comme ça. incroyable en une génération que c'est échangé comme ça. Ouais. Et ta femme, qui est aussi vétérinaire et qui t'a monté plusieurs structures, tu l'as rencontrée à ce moment-là? Ben oui, je l'ai rencontrée en plein milieu de mes études. Et voilà, ça fait 46 ans, 47 ans qu'on s'est rencontrés. Et elle, c'est pareil, elle était... tu te rends compte qu'à l'époque, déjà, elle était une battante pour plein de choses. Et elle avait créé l'association des femmes vétérinaires. Elle était 11 filles sur 100 dans sa promo. Donc sur 100, il y avait 100 mecs et 11 filles. Donc c'était la première promo où il y avait 11 filles. Dans ma promo, il y en avait 5. Dans la promo d'avant, il y en avait 3. Donc c'était vraiment un milieu de mecs et un métier de mecs. Et elle a créé l'association des femmes vétérinaires pour essayer de structurer un petit peu le fait que des femmes aient le droit d'aller bosser en rural, que des vétos ne les sous-payent pas. Donc déjà, elle était dans le féminisme. Et ça paraît incroyable, ça. Ah, génial, plutôt avant-garde, en fait. Ouais. Et en fait, son association a bien fonctionné parce que elle a aidé des filles à rentrer dans des structures d'hommes. Elle a voulu affirmer le fait qu'une femme pouvait très très bien être vétérinaire à temps plein et même en rural. Et d'ailleurs, elle faisait que de la rurale au début, Flo. Elle était passionnée de rural, oui. Super. Et donc, une fois le diplôme en poche, ton premier stop, c'est un assistanat, c'est ça? Oui, alors moi j'ai eu un pépin de santé en plein milieu de mes études, j'ai été opéré d'une hernie discale paralysante, enfin je veux pas raconter ma vie, ça a aucun intérêt, mais du coup, le chirurgien qui m'a opéré, qui était tellement content que je remarche et que je reste pas paralysé, il m'a dit, bah toi t'as de la chance de remarcher comme ça. À l'époque, une hernie discale paralysante, c'était vraiment du sérieux. Je suis resté 6h30
au bloc pour cette opération. Maintenant, c'est fait en 25 minutes à peu près. Et il m'a dit, tu seras jamais vétérinaire. Alors je lui dis, c'est ce qu'on verra. Il m'a dit, mais au moins, passe par 2 à 3 ans d'assistanat à la fin de tes études, ne commence pas tout de suite le boulot. Et donc, j'ai été assistant dans un service très très sympa à l'école Véto qui s'appelait la pathologie de la reproduction en endocrinologie. Et comme mon professeur était un intellectuel qui foutait jamais les pieds en clinique, la maître assistante qui était là était pas souvent en clinique non plus, donc j'assurais les cliniques à l'école. Donc très tôt, donc dès la sortie d'école, j'avais 24 ans, 23 ans, je me souviens plus exactement, et ben j'assistais les étudiants et j'étais déjà, enseignant entre guillemets, parce que je faisais que les cliniques, je faisais pas de cours, pas de trucs comme ça, mais c'était déjà très bien parce que ça m'a vraiment, décomplexé par rapport aux cliniques, parce que quand il y avait un pédicule ovarien qui saignait, et ben il fallait vite y aller, quoi, parce que tous les matins, on faisait des hystérectomies, des ovarios de chat, des ovario-hystérectomies de chienne, des stérilisations de chiens, etc. Et tous les matins, il y avait une hémorragie dans une des salles d'op. Il y avait 3 salles d'op à l'époque. Et donc, c'était assez folklore. Ouais. Mais c'était bien, ça m'a beaucoup blindé, ça. J'allais justement te demander ce que tu retirais de cette période-là, donc la confiance en toi. J'ai appris à avoir confiance en moi, à me dépatouiller dans des situations d'urgence, parce qu'on avait tous les jours, il y avait un pédicule ovarien qui sautait et donc il y avait des hémorragies. Et j'ai appris une deuxième chose, c'est à opérer les NAC, parce que l'un des 2 professeurs de la chaire était directeur du parc de la Tête d'Or à Lyon. Et donc, avec lui, il m'a dit, allez, vous venez avec moi, on va opérer une girafe, on va opérer une bisonne. J'ai accouché une girafe, je fais une césarienne, une bisonne, j'ai fait des trucs comme ça, qui m'ont tout de suite, mis à l'aise avec les animaux exotiques et avec les NAC. Donc on n'appelait pas ça des NAC à l'époque, évidemment. Mais donc j'ai appris à me dépatouiller, à me débrouiller dans pas mal de situations. Oui. J'en garde un souvenir émerveillé aussi de cette période, parce qu'en plus les 2 profs en question, et là il y avait un prof principal, un prof sans chaire comme on disait à l'époque, je sais pas si ça se dit toujours, une maître assistante qui était assez cool, assez décontractée et qui me laissait faire ce que je voulais, et du coup j'avais beaucoup d'autonomie, en même temps beaucoup de responsabilités. Donc très tôt, j'ai appris à me débrouiller, quoi. Et t'as goûté à la diversité, finalement, te destinant à Oui. l'équine. T'as vu d'autres choses? Oui, et puis en plus, on a eu, notre chaire de pathologie de la reproduction a eu le premier appareil d'anesthésie gazeuse de l'école vétérinaire. Tu te rends compte qu'en chirurgie, on opérait qu'avec du fixe. Ça paraît incroyable, mais c'était comme ça, Et puis c'était avec des barbituriques, On faisait une dose de Nesdonal et puis on croisait les doigts pour pas que le chien fasse une apnée définitive, tu vois. On comptait les secondes d'apnée. Et du coup, cet appareil d'anesthésie gazeuse, les profs ont dit, mais vous vous débrouillez, vous apprenez à faire des anesthésies avec ça. Donc, je me suis formé en anesthésie gazeuse très tôt. Et on a opéré, par exemple, des anacondas du parc La Tête d'Or. On a opéré 2 anacondas en anesthésie gazeuse parce qu'on savait que toutes les autres anesthésies les tuaient. Et donc, on a commencé à faire de l'anesthésie sur des animaux, des animaux exotiques. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Et ce qui était agréable, c'est qu'il me faisait confiance, tu vois. J'étais pas vraiment pas un super véto. J'étais pas parmi les meilleurs élèves non plus. Mais il me faisait confiance. Et puis, parce que j'y allais, parce que on avait l'audace teintée d'un petit peu d'arrogance des jeunes, quoi, qui se lancent. Ouais, j'entends beaucoup d'audace et de débrouillardise, finalement, aussi. Oui, débrouillardise. Et puis, et tu vois, moi, le terme d'empirique, qui est un terme très mal vu dans notre profession, pour moi, c'est un terme très élogieux. Quand on me traite d'empirique, je dis c'est parfait, ça veut dire que j'ai beaucoup bossé, que j'ai eu beaucoup d'expérience. Et si tu associes de l'empirisme, de qualité avec une réflexion sur la validité scientifique de ce que tu fais, et je suis pas du tout contre les études, etc., mais contre les études, pas des études vétérinaires, mais contre toutes les études scientifiques qu'on fait dans l'evidence-based medicine, par exemple, je suis pas du tout contre, mais je pense que l'evidence-based medicine seule, sans une bonne pratique et une bonne dose d'empirisme, ça suffit pas. Quelle définition tu lui donnes alors à l'empirisme? L'empirisme, pour moi, c'est une qualité, c'est-à-dire que c'est l'apprentissage par l'expérience, par l'application de ce que tu as appris intellectuellement. C'est-à-dire que t'essayes d'avoir la tête bien pleine de connaissances,
Et puis après, une expérience bien faite, la tête bien pleine et bien faite aussi, parce que si t'as pas l'expérience, tu peux savoir tout ce que tu veux, tu peux avoir appris tout ce que tu veux. Si tu l'expérimentes pas, si tu valides pas par l'expérience, si tu prends pas 2-3 claques, si t'as pas 2-3 échecs régulièrement, en fait, on apprend de ses échecs, on apprend de ses difficultés, et je trouve que c'est ce qui, je pense qu'à l'heure actuelle, j'étais sidéré parce que je vais souvent faire des cours à l'école vétérinaire de Lyon, et je suis sidéré de l'évolution, c'est-à-dire que c'est les internes, c'est les assistants qui opèrent, mais les élèves, ils regardent. Ils touchent pas, ils regardent. Et moi, je vois des jeunes stagiaires qui sortent des études, qui ont jamais opéré tout seul un animal, alors que, j'allais dire une expression de vieux con de mon temps, on faisait des stérilisations de chats et de chattes dès la 2e année. Tu te rends compte qu'en 2e année, on faisait déjà des stages de chirurgie et de propédeutique chirurgicale. On apprenait à stériliser, on apprenait à faire des sutures, on apprenait déjà ça. Et en 3e année, on avait des stages de chirurgie, on opérait les gros trucs avec le prof ou avec l'assistant, mais toutes les petites, ce qu'on appelait les mironneries, toutes les opérations de chat, on se débrouillait tout seul. Ça a beaucoup changé, et je vois bien les jeunes qui arrivent chez nous pour faire des stages ou pour faire de l'aide longue durée, etc. Ils ont peur de la chirurgie. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que beaucoup d'étudiants ont peur de mal faire, peur d'être jugé, peur d'avoir un problème avec le client, peur que l'ordre vétérinaire leur tombe dessus, peur d'avoir un procès pour mauvais soins. Enfin, je trouve que on n'apprend pas l'audace, on apprend la peur maintenant. Mais c'est une lame de fond dans toute la société, hein. C'est que pour garder le pouvoir, on voit bien partout, on essaye de faire peur aux gens pour garder le pouvoir. Oui, donc tu penses que c'est une évolution sociétale plutôt qui fait qu'on a basculé. C'est une évolution sociétale, et puis c'est une évolution. Je me souviens très bien, il y a une 30aine d'années, on disait, on va bientôt faire comme les Américains. Un vétérinaire, quand il s'installe, il faut qu'il s'installe en face d'un avocat parce qu'il va avoir besoin d'un avocat pour les procès. On disait, on va faire comme les Américains. Bah ça y est, on y est. On est exactement dans cette espèce de stress des procédures, de stress d'appliquer les recommandations, de pas sortir des recommandations. La médecine humaine est caricaturale de ce point de vue-là. Nous, on a la chance, mais une chance inouïe. C'est ce que je dis. Tout le monde, à tous les jeunes qui viennent chez nous et à tous les élèves que j'ai pu avoir, enfin élèves, j'aime pas, c'est des confrères que j'ai essayé de former, je leur dis tous, mais on a une chance inouïe, allez-y. En médecine non conventionnelle, allez-y. Créez, faites, tentez le coup, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On a une chance incroyable, on n'a pas la Sécu sur le dos, on n'a pas les IR et les agences régionales de santé sur le dos, et l'ordre vétérinaire qui essaye bien de nous embêter un petit peu, nous embête pas tant que ça. Moi, je suis allé plusieurs fois négocier à l'ordre mon cours de phytothérapie, et finalement, ils sont pas si hostiles que ça à ce qu'on fasse des choses, quoi. Bien sûr, il faut rester dans les clous, ça c'est sûr. Mais la législation, même si elle devient compliquée, nous permet encore de faire beaucoup de choses. C'est intéressant que tu dis ça parce que il y a beaucoup de peur au niveau de l'ordre vétérinaire et il y a ce qu'elle beaucoup peut, de peur au niveau. De peur, hein, mais Oui. et alors, je peux en parler assez librement parce que Flo a été conseillère régionale de l'ordre pendant 2 mandats, donc elle a fait 6 et 6, 12 ans à l'ordre. C'était la première femme élue à l'ordre vétérinaire Rhône-Alpes. Et donc elle a été là aussi, c'était Décidément. un milieu d'hommes. C'est toujours un milieu d'hommes, et ils sont venus la chercher parce que, au point de vue, intégrité, c'est un exemple même d'intégrité à tous les niveaux, dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Et du coup, ils ont dit, voilà, il nous faut une femme, ils la connaissaient, ils savaient comment elle travaillait, etc. Donc, c'est eux qui ont dit, allez, il faut que tu te présentes. Alors, elle a dit, mais jamais je vais me présenter à l'ordre, personne ne me connaît, etc. Et grosse surprise, c'est elle qui a eu le plus de voix à l'élection aux 2 fois. Donc, ça veut dire que les confrères reconnaissent les qualités d'une personne par sa façon d'être vis-à-vis de ses confrères, elle est très très déontologique, Flo. Donc, et à l'ordre, elle s'est aperçue que effectivement, les praticiens et les jeunes praticiens étaient un peu, pas terrorisés, faut pas exagérer, mais avaient peur.
Et elle a dit, mais non, on n'est pas là pour vous faire peur, on est là pour vous aider, et on est là surtout pour aplanir les problèmes entre vétos, parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre vétos. Elle a fait beaucoup d'enquêtes pour conflits entre vétos, ou des conflits entre vétos et clients, tu vois. Et elle, son boulot, elle a dit, je suis pas là pour être flic, je suis là pour renouer le dialogue, faire renouer le dialogue entre des gens qui s'entendent plus ou qui ne se comprennent plus, et voilà. Donc en fait, c'était une médiatrice beaucoup plus qu'une déléguée de l'ordre. Et l'ordre, il y a des gens très bien à l'ordre, il y a des gens très très généreux qui se font du souci pour la profession, qui sont concernés. Il y a bien sûr des gens qui font les petits chefs comme partout, mais l'ordre, c'est des humains, c'est des gens comme nous, c'est des praticiens comme nous, et qui sont souvent d'un point de vue praticien pas très bons parce qu'ils n'ont pas le temps de faire de la pratique, ils sont beaucoup pris par ça. Donc ça veut dire que on n'a pas un problème à se mettre en infériorité ou en hiérarchie par rapport à eux. Ce sont nos pairs, ce sont des confrères. Donc voilà, il faut toujours se dire, mais c'est des confrères, ils nous connaissent, ils ont le même métier que nous, ils ont eu les mêmes difficultés que nous, les mêmes joies que nous, ils ont fait les mêmes études que nous. Voilà, basta, il faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Bon, bah, c'est bien de l'entendre. En tout cas, j'essaye toujours Ouais. d'avoir un membre de l'ordre pour venir discuter sur Veto Micro. J'en profite pour lancer un appel. Ouais. Non, mais il y a des petits chefs partout, hein. Partout, il y a des mecs qui ont besoin de reconnaissance, de faire des crises d'autorité, etc. Mais il y a beaucoup de gens bien. Et c'est ça, il faut plutôt voir les gens qui sont bien et dialoguer avec eux. Moi, si j'ai un problème ordinal, je vais pas aller voir un tel ou un tel parce que je sais que il est mal dans sa peau. Je vais aller voir un tel ou un tel parce que je sais qu'ils sont bien, qu'ils sont humains, etc. Il y a des gens bien partout. Bon, très bien. Le message est passé. Ouais. Bon, on rebascule. Oui. Donc, ton premier stop, un assistanat. Tu restes 1 an? Non, je suis resté 2 ans assistant. 2 ans. Et au bout de 2 ans, bah, c'est Flo qui m'a dit, allez, maintenant t'es bien retapé, maintenant t'as plus mal au dos, au boulot. Donc là, rural, et on a travaillé comme aide longue durée tous les deux dans une clinique rurale de montagne, rurale laitière de montagne, où on est tombé sur 2 vétos exceptionnels des gens très exigeants pour la qualité du boulot, qui faisaient de la très très bonne médecine. Et tu te rends compte que même on faisait des vaches et des chevaux, ils faisaient beaucoup de chevaux aussi, donc j'ai appris à soigner les chevaux de façon très, comment dire, très pratique. À l'école, on apprenait beaucoup de choses, mais par contre, en pratique des chevaux, à part les castrations, on ne nous laissait pas faire la chirurgie. Et moi, dès mon premier dimanche de garde, j'ai eu un cheval éventré qui avait les boyaux qui traînaient par terre. Et je me suis dit, mais on va pas s'en sortir. Bah si, on s'en est sorti, le cheval, il a survécu. Donc il faut essayer, il faut y aller. Et ces 2 vétos, je leur dois beaucoup, je les aime beaucoup encore, et je les vois pas régulièrement parce qu'ils sont loin, mais c'est vraiment des gens à qui je dois beaucoup. Ils nous ont appris toute l'obstétrique, l'obstétrique de montagne qui est particulière, hein, parce que les vaches, elles sont toujours dans des pentes. Et donc on a énormément de torsions de matrice, par exemple. Et les torsions de matrice, c'est vraiment le stress du débutant. Et j'ai appris à faire des torsions de matrice, à faire de l'obstétrique. Flo aussi, elle faisait de l'obstétrique, etc. Donc on a beaucoup appris. On est resté 2 ans avec ces 2 vétos qui voulaient nous garder, qui voulaient qu'on s'associe. Et puis bien sûr que nous, on avait envie de voler de nos propres ailes. Donc on a dit, non, on veut pas, on vous adore, mais on n'a pas envie de travailler exactement comme vous. On voulait faire des groupements d'éleveurs, on voulait travailler avec les éleveurs, on voulait faire déjà de la formation, de la pédagogie, tu vois, et voilà. Donc on est parti créer notre clinique avec un copain aussi, qui était un copain d'école, qui était très très bon en rural aussi. Et voilà, on s'est lancé à Cruseilles, donc en Haute-Savoie, dans une clientèle typiquement laitière rurale de montagne. Et tes ambitions à l'époque, donc tu touches déjà du doigt quelque chose de un petit peu particulier, un petit peu à la marge d'un vétérinaire, on va dire, traditionnel rural. Bah, oui, déjà, on avait décidé, donc mon associé s'appelait Paul Ventola, je le cite parce que c'est un type remarquable et adorable en plus, et qui était un véto très très bon. Alors donc Flo, Paul et moi, on était tous les 3, on voulait, on a commencé à faire des plannings de reproduction, on s'occupait de planning de reproduction, et on faisait beaucoup de nutrition, on s'est beaucoup occupé de l'alimentation. On a eu le premier ordinateur de calcul de ration de la Haute-Savoie, c'était un petit ordinateur portable, tout petit, qui ramait, mais on calculait des rations avec ça, c'était super. Et on organisait tous les mois, on faisait une réunion d'éleveurs, sur un thème, sur le parasitisme, sur la nutrition, sur les diarrhées des veaux, etc.
Et voilà, on a fait beaucoup de pédagogie, d'information, de ce qu'on savait à l'époque. On savait pas tout et on faisait intervenir sur des sujets difficiles des intervenants extérieurs. On faisait venir quelquefois des laboratoires, mais la plupart du temps des vétos de laboratoires qui nous aidaient pour des présentations, ou des spécialistes de la nutrition qui venaient de Bretagne. À l'époque, tout se passait en Bretagne, en rural. Nous, en Haute-Savoie, on était des miquets de kermesse à côté. Et donc déjà, on a beaucoup travaillé avec les éleveurs et on faisait des contrats avec les éleveurs, c'est-à-dire que ils payaient pas à chaque visite, on faisait un forfait annuel par vache et on faisait le suivi sanitaire, alimentaire, pathologie de la reproduction, etc. On s'est spécialisé aussi dans l'habitat, dans les fermes, la façon de construire, parce qu'il y avait énormément de nouvelles constructions. C'était très très dynamique à l'époque. Ça, je te parle de l'époque avant les quotas laitiers. Il y avait des vaches de partout. On voyait des petites fermes de 3 vaches tenues par une petite mémé de 75 ans, et puis on voyait des fermes de 100 vaches tenues par un GAEC de 2 frères, par exemple, de 20 et 22 ans. On voyait vraiment beaucoup de choses et c'était vraiment intéressant. Et c'est quoi qu'est-ce qui te fait prendre cette direction-là? Est-ce que, t'as des copains qui te parlent de ça et tu as envie de mettre ça en place, ou est-ce que c'est naturellement, t'as une fibre un peu entrepreneuriale et t'as une gourmandise de faire différemment, faire mieux? En fait, on était déjà un petit peu pas des marginaux, c'est pas le mot, mais on était déjà pas du tout des vétos classiques. On tutoyait tous nos éleveurs, on avait des relations avec les éleveurs parce qu'on était allé faire un stage au Canada avec Flo, et on était revenu de là-bas en étant frappé de voir la proximité des vétérinaires et des éleveurs, c'est-à-dire qu'ils sortaient dans les mêmes milieux, ils allaient dans les mêmes soirées, ils étaient exactement au même niveau, et nous on se disait mais ouais, on veut pas jouer les notables du village où on veut être intégré à la population rurale du coin. Et donc c'était un choix un petit peu déjà sociétal qu'on faisait, d'être vraiment intégré dans ce milieu. Et puis aussi c'était de travailler différemment, c'est-à-dire de pas être payé à l'acte, mais de participer à la bonne forme, à la bonne santé de la ferme et la bonne santé de tout le monde. Et on s'est passionné pour la qualité du lait et pendant des années. Moi, je suis resté 9 ans là-bas à Cruzeil. Et après, au bout de 9 ans, j'ai eu envie d'aller plus loin dans la qualité du lait, dans les suivis d'élevage. Et c'est pour ça que j'avais une candidature spontanée à la plus grosse coopérative laitière de la région Rhône-Alpes. Et là, je suis tombé dans une coopérative comme directeur de la production et de la qualité. Et ça m'a beaucoup appris. Et on va en parler d'ailleurs. Juste une question avant qu'on aille là-dessus. Comment c'est reçu à l'époque cette démarche que vous avez par les éleveurs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu du jamais vu. Ah non, mais à l'époque c'était un petit peu à la mode. Alors il y avait des vétérinaires à l'école. C'était déjà il y avait un groupe qui s'appelait le Céphale, qu'on appelait les barbus ou les gauchistes à l'époque. Et moi je les aimais bien. J'ai pas fait partie de cette association, mais on était très potes avec certains de ce groupe-là, et qui étaient des vétos conventionnés, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour des groupements d'éleveurs, ils étaient salariés de groupements d'éleveurs. Okay. Et nous, ce qu'on a fait, on est restés libéraux, mais on a fait des conventions avec les éleveurs comme ça, et c'était très très dans l'air du temps à l'époque. Pas des vétos classiques, mais des vétos qui voulaient faire avancer les choses et qui étaient gênés par ce rapport compliqué à l'argent de la visite. À chaque visite payante, on s'est aperçu, par exemple, sur les pathologies des veaux, très souvent, on arrivait trop tard parce que le gars, il nous appelait trop tard parce que le veau ne valait même pas le prix de la visite. C'est encore le cas maintenant, hein. Ouais. Donc, ça nous avait fait mal au cœur, et c'est pour ça qu'on avait dit, on va faire une unité. Donc là, une unité vache laitière, c'est la vache et son veau jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et donc, toutes les pathologies étaient prises dans un forfait. Et ça modifiait le rapport entre le vétérinaire qui est là pour pomper du fric et l'éleveur qui est là en se disant, il va me prendre combien pour une césarienne, il va me prendre combien pour un vélage, etc. Donc ça a beaucoup, les rapports étaient très très sains et très simples. Bon, pas avec tout le monde, hein. Il y a des éleveurs qui voulaient pas rentrer dans cette boucle. On continuait à être chez eux vétérinaires au coup par coup, comme on pourrait dire. Et tout le monde s'y retrouve, et surtout les animaux, quoi. C'est bien. Oui, et puis en plus, alors de l'autre côté, on avait de la canine qui se développait
Alors au début, on faisait la canine le soir à 7h en rentrant des cliniques rurales, avec une bonne odeur d'écurie sur le dos. Et puis petit à petit, la canine s'est développée. Flo, à l'époque, on a eu nos enfants, donc elle s'est un peu moins intéressée à la rurale, faute de temps et faute d'énergie. Et donc elle s'est commencé à développer la canine. Ensuite, l'équine, on a fait de plus en plus d'équines parce qu'on n'était pas très loin de la Suisse. Donc il y avait à la frontière suisse, côté France, comme on dit, il y avait des très belles écuries de chevaux avec des chevaux de concours, etc. On a fait beaucoup d'équines avec Paul, beaucoup. Faisait des radios, on faisait des chirurgies, on avait monté un bloc opératoire dans la clinique, dans la deuxième clinique qu'on a montée. Au début, elle était toute petite. Après, on a aménagé un grand hangar et on avait fait une salle d'op, salle de radio, salle d'op pour chevaux. Une salle d'op très simple, hein, pas comme les blocs opératoires de maintenant, parce qu'on n'avait pas de gazeuse à l'époque sur les chevaux, mais on pouvait faire des petites chirurgies sur des chevaux couchés quand même, c'était bien. Et tout ça pendant que tu es directeur de la laiterie. Donc tu cumules Ah non, les quand deux. je suis passé, non, je me suis désassocié de mon ami Paul, D'accord. et donc j'ai quitté Cruzeil, et à ce moment-là, on est allé s'installer à région lyonnaise, et Flo a eu une période de 6 mois où elle n'a pas travaillé, ce qui l'énervait pas mal d'ailleurs, parce qu'elle n'avait pas trouvé de place de remplacement. Et moi, j'étais directeur de la qualité, pas de la production. Quand même, on gérait 650 millions de litres de lait. Et donc, moi, ma responsabilité, c'était la qualité du lait, du pied de la vache jusqu'au quai de l'usine. Donc, tout ce qui était en amont de la laiterie, dès qu'il y avait du lait qui arrivait non conforme à la laiterie, soit parce qu'il avait trop de leucocytes, soit parce qu'il y avait des bactéries dans le lait, soit parce qu'il y avait des résidus d'antibiotiques, c'était moi qui allais sur le terrain, on repérait l'endroit où c'était en fonction des tournées de ramassage du lait, et j'allais voir les fermes, et puis j'allais dans les fermes et c'est là que je me suis intéressé à la machine à traire, que j'ai commencé à faire des contrôles de machines à traire, que je suis allé me former aux États-Unis pour ça, parce que là-bas, c'était là que ça se passait. Dans les États laitiers, je suis allé dans le Wisconsin, qui est le Dairy State, c'est l'endroit où il y a le plus de vaches laitières au monde, par tête d'habitant. Et c'est là que j'ai appris à m'occuper de la qualité du lait, vraiment en relation avec la machine à traire. Oui, donc Mais j'ai rapidement quitté l'entreprise pour revenir à la clientèle en Haute-Savoie, toujours. On est revenu dans un petit coin où il n'y avait pas de véto canin, il y avait un vieux véto de rural qui faisait pas du tout de canine et pas du tout d'équine. Donc on l'a pas trop dérangé, il n'était pas très content, mais on l'a pas trop dérangé. Et moi j'ai continué à être consultant pour la laiterie parce que j'ai compris quelque chose, que j'étais totalement incapable de m'insérer dans une structure d'entreprise avec un chef, un sous-chef, j'avais pas compris du tout comment fonctionnait la hiérarchie d'une grosse entreprise. Et donc, je me suis senti vite mal à l'aise et donc je suis retourné à la clientèle et en étant toujours consultant pour cette entreprise. Alors, quand tu viens comme consultant de l'extérieur, tu es encore totalement libre, c'est-à-dire que tu rentres pas du tout dans une hiérarchie, tu es à égalité avec le chauffeur de la laiterie comme avec le big boss, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que tu retires de cette période-là? Eh ben, je retiens de cette période-là, après, a posteriori, je me suis dit, j'ai peut-être perdu un petit peu de temps pour ce que j'ai fait après. Mais en fait, on perd jamais de temps. Toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et j'ai appris énormément sur comment le travail d'équipe autour de la qualité d'un produit. Parce que j'ai travaillé avec des nutritionnistes, hein, on faisait des rations très compliquées, on avait des troupeaux de plusieurs centaines de vaches. Et puis j'ai contrôlé des machines à traire, ce que je pensais pas du tout faire un jour. Et ça m'a permis de voyager. Je me souviens en Allemagne, j'avais été appelé en Allemagne par une entreprise de machines à traire qui m'a dit venez voir parce qu'on s'en sort pas. C'était dans les anciennes LPG d'Allemagne de l'Est, ferme d'État d'Allemagne de l'Est. Le mur de Berlin venait de tomber, hein. C'était 6 mois après la chute du mur de Berlin, donc il y avait une espèce d'euphorie entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Et j'étais côté Allemagne de l'Est dans les fermes d'État. Et on avait des fermes de 6 à 7 000 vaches avec des machines à traire de 68 postes. Donc c'était des rotolactors, tu sais, ces machines, ces carrousels là où il y a 68 vaches qui tournent en rond, qui tournent c'est une salle de traite qui tourne quoi. Et donc il fallait régler ça, il fallait régler le problème de mammites sur des fermes de 6000 vaches. J'étais pas tout seul, hein. Évidemment qu'il y avait des techniciens avec moi, etc. Mais ça a été une expérience unique. Puis après je suis allé travailler aussi aux États-Unis. Donc tout ça. Quand tu fais après de la phytothérapie sur des animaux de compagnie, tu te dis mais où est le lien? Eh ben le lien c'est travailler en équipe
et c'est l'exigence de trouver une solution à un problème qui paraît insoluble. Et ça, ça apprend beaucoup d'humilité, parce que j'ai remarqué qu'on manquait souvent d'humilité dans les métiers de santé, et là, ça t'apprend l'humilité. Et moi, c'est ça que ça m'a appris. Et ça m'a appris à écouter des gens, tu crois qu'ils ont rien compris au système, puis ils ont souvent mieux compris que toi. Et ça fait beaucoup de bien à l'ego, ça. Et donc, j'ai appris l'humilité, ouais. J'ai appris à me démerder dans toutes les situations, j'ai appris l'humilité, et j'ai appris à ne pas m'affoler devant un problème qui paraît insoluble. Donc, c'est énorme dans une vie d'apprendre ça. Oui, et assez tôt, finalement, dans ta carrière. Oui, j'étais jeune, j'avais pas 40 ans quand je faisais ça. Oui. Et donc, tu continues à faire de la consultance pendant cette période où tu t'installes de nouveau. Non, là, c'est Flo qui a créé la nouvelle clinique, là, où on est maintenant. Enfin, la nouvelle clientèle, parce qu'on a déjà refait une nouvelle clinique. 90, donc, on est installé dans un tout petit truc, en 90, c'est ça, dans un petit truc. Et c'est Flo qui a créé la clinique. Donc, elle s'est dit, bon, avec 2 enfants, un mari qui est jamais là, je vais faire que de la canine. Et elle a fait que de la canine, et très bien, parce qu'elle faisait déjà de l'homéopathie depuis l'école. On a eu la chance, ça je l'ai pas encore dit, mais à l'école, d'avoir l'école lyonnaise d'homéopathie qui était installée dans les murs de l'école. Et donc, toutes les semaines, on avait droit à suivre les cours d'homéopathie avec les médecins. C'était absolument génial, ça. Dans la nouvelle école, c'était génial. Donc, elle a monté sa clinique canine, et moi, je faisais la rurale, la canine quand elle était fatiguée, et les chevaux aussi. Il y avait quelques chevaux, et puis je faisais consultant 1 ou 2 jours par semaine, donc on arrivait à tout faire, oui. Mais on travaillait 75 heures par semaine, c'est sûr que et plus les gardes, je faisais toutes les gardes en plus. Donc 100%. Vous êtes que 2 à ce moment-là? On n'était que 2, on est restés tous les 2 pendant des années, ouais, parce que on est parti de zéro là pour comme notre nouvelle clientèle. Enfin, pas de zéro, puisque moi j'étais justement, j'ai gardé ce métier de consultant pendant 5 ans pour faire bouillir la marmite, quoi. Parce que quand tu montes une clientèle tu pars de rien. Forcément, ça met un petit peu de temps à monter en puissance. Hein. Et clinique que vous appelez la yourte vétérinaire, ça fait dès le début vous l'avez appelée comme ça? Ah non, notre clinique c'était la clinique des docteurs Florence et Pierre May. Au départ, on n'était que tous les 2. Après, on a pris une aide 2 jours par semaine, puis 3 jours par semaine, puis après on était 3 et 3, puis après on a embauché une ASV. Au début, on était 2 plus une ASV et ça fonctionnait très très bien. Mais rapidement, on a fallu monter et puis au bout on est quand même resté presque 20 ans dans ce petit local. On a racheté un local à côté. Enfin bref, c'est des détails. Et puis, oui, il y a maintenant 13 ans, on a construit notre nouvelle clinique. C'est pas nous qui l'avons appelée la yourte. C'est le bâtiment qui veut ça. C'est un bâtiment circulaire qui est construit sur un mode en étoile, comme les yourtes, hein, avec un tronc d'arbre au centre qui tient toute la structure. Il y a 18 panneaux autour. C'est en 18 pans, comme on dit. Et c'est les clients qu'on dit mais c'est la yourte vétérinaire. C'est les clients qui disent les vétos ont changé de place, ils sont à la yourte maintenant. Et puis voilà, c'est eux qui ont trouvé le nom et ça s'appelle la yourte vétérinaire. C'est génial. Voilà. Parce que ça se prête bien à votre approche finalement. Oui, en plus à l'époque on était déjà très branchés puisque Flo a créé l'association Ecoveto, très branché écologie. Donc on voulait un bâtiment éco-responsable, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on était dans un rez-de-chaussée d'immeuble, une arcade commerciale au bas d'un immeuble, qui avait rien du tout d'écologique. Et alors que là, on a fait un bâtiment, et au départ, on était au milieu des prés, c'était super. Maintenant, les prés se sont construits autour de nous, dans une zone artisanale. Et oui, il faudrait que je t'envoie des photos de la yourte, c'est sympa. Ouais, avec plaisir. C'est un bâtiment qui se prête très très bien à l'activité, aucune perte de place dans les couloirs. C'est vraiment super bien. J'étais tombé dessus j'étais en cours d'ostéopathie, je me suis trompé pour aller à l'endroit où il y avait le cours et je me suis retrouvé dans la zone artisanale d'Angers. J'étais à côté d'Angers et c'est là que j'ai trouvé cette entreprise Maison de Cèdre dont le patron avait habité en Mongolie. L'architecte patron de cette boîte avait habité en Mongolie et donc il s'est dit c'est la meilleure façon d'utiliser l'espace et c'est tout à fait vrai. Donc voilà, il y a deux yourtes vétérinaires en France, il y a la nôtre et puis celle d'un copain qui s'appelle Colombo, Jean-Claude Colombo, qui est ostéopathe, acupuncteur et qui a créé une maison ronde, mais pas comme la nôtre, mais c'est une maison ronde aussi avec un toit conique, c'est sympa, oui. Et qui se trouve où? Il est du côté du Berry, je sais plus exactement quel endroit, comment s'appelle le bled où il est installé. C'est un tout petit bled. Et c'est marrant parce qu'il m'a envoyé un jour sa photo de sa clinique. Il m'a enseigné l'ostéopathie sur les chiens, lui.
Et c'est un copain, il a 2 ans, 3 ans de plus que moi. Et il m'a dit, eh ben, moi, j'ai une clinique ronde. Je lui ai dit, ça, c'est incroyable. Regarde la photo de ma clinique. C'était drôle qu'on ait eu la même idée, tu Ouais. vois. Et dans notre clinique, on s'est inspiré on a fait du feng shui, évidemment. On s'est inspiré des éléments chinois, des 5 éléments chinois, des 5 saisons, de médecine chinoise, parce que on faisait à l'époque beaucoup de médecine chinoise. On en fait un peu moins maintenant, parce qu'on peut pas tout faire à fond, quoi. Mais voilà, on a fait beaucoup d'acupuncture et de médecine chinoise, et donc la yourte, à l'époque, quand on a construit la yourte, on s'est inspiré beaucoup des éléments au sud, on a mis l'élément été, au nord, on a mis l'élément eau. Enfin, on a suivi, c'était pas mal, cette construction, ça a été un bon moment aussi. Et d'ailleurs, on s'y sent bien, et ceux qui ont repris la suite s'y sentent bien, et les clients s'y sentent bien. Ouais, c'est chouette. Beaucoup de spiritualité, de sacralisation finalement du lieu. Pas vraiment de la sacralisation, mais une espèce de recherche de bonne énergie. En toute humilité, parce que je suis pas du tout doué en feng shui. C'est une copine qui m'avait fait changer certains trucs, une copine de la clinique qui faisait du feng shui à l'époque. Et le feng shui, ça peut être vite allumé, hein, vite perché. Mais là, non, c'est pas perché. On est resté bien pragmatique. Moi, mon principe, c'est de faire des médecines non conventionnelles, mais de façon très pragmatique, et de garder les pieds sur terre. Tu sais, on voit tellement de gens qui se perchent et qu'on les perd, hein, et Ouais. faudrait leur mettre des sacs de sable aux pieds pour qu'ils restent sur terre, tu vois, qu'ils Ouais. s'envolent pas. Ouais, Ouais. l'ancrage. C'est important. Ouais, rester ancré, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une bonne transition, cette partie. On bascule un peu vers la partie médecine complémentaire. Tu m'as dit donc ta femme était déjà formée en homéopathie. Ah oui, en homéopathie, elle a toujours été très costaud en homéopathie. On a appris l'homéopathie ensemble. À l'école Veto, on avait un prof de chirurgie qui soignait beaucoup en post-op à l'homéopathie. Déjà, tu vois, un prof de chirurgie, hein. Pourtant, c'était un allopathe forcené, mais il ne traitait il s'appelait le prof Lenny Wanen. C'était un type pas facile de caractère, mais vraiment passionnant comme prof. Et c'est lui qui a fait venir l'école lyonnaise d'homéopathie dans les murs de la nouvelle école. Et nous, on allait suivre ses cours, on a été subjugués par ça. Et parce que Flo, depuis toute petite, était soignée par un médecin homéopathe qui est un des meilleurs homméopathes de France, très très connu, qui a écrit des bouquins, qui était prof aussi dans l'école d'homéopathie, le docteur Demanja, qui était un médecin. Tous les homéopathes le connaissent. Et on est désolé de voir à quel point l'homéopathie est décriée maintenant, et en médecine humaine, de trouver un homéopathe, même dans une grande ville, c'est impossible. Ils ont été complètement démolis par la Sécu, le déremboursement des produits, des attaques permanentes, alors que l'homéopathie, en rural, on a eu des résultats mais spectaculaires en homéopathie. On a eu quand les gens disent si ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, c'est totalement faux. Moi, j'ai tué une vache à l'homéopathie, hein. C'est sûr, j'ai tué une vache à l'homéopathie. C'est validé par l'autopsie. Je peux le raconter vite fait, ça. Oui, vas-y, avec plaisir. J'allais dire, déjà peut-être donner une définition de l'homéopathie, parce que je pense que c'est important, tout le monde. Ah bon, parce que tu vois, moi je suis tellement baigné là-dedans que l'homéopathie, je me souviens même pas que ça veut dire soigner par les semblables. C'est-à-dire qu'on soigne un patient, un animal, un humain, quel qu'il soit, avec un médicament dilué et dynamisé. Ça, la dilution, c'est très important. C'est une des premières caractéristiques de l'homéopathie qui a été inventée par Samuel Hahnemann en 1870 ou 75, je sais plus exactement, fin du 19e. Et la dilution d'une substance qui, si elle était donnée de façon pondérale, donnerait les mêmes symptômes. Par exemple, belladonna, si tu manges de la belladone, d'abord c'est mortel, donc ça cogne, et tous les symptômes que tu vas avoir avant de mourir, c'est chaleur, fièvre, pupille dilatée, tu vas être toute rouge, etc. Et donc, une maladie qui commence, par exemple une grippe qui commence avec ces symptômes-là, tu la soignes avec belladonna en dilution. Et belladonna, donc c'est la homéopathie, ça veut dire traitement par les similimums, par les semblables. Donc c'est la première loi de l'homéopathie, c'est la similarité, la similitude. La deuxième loi, c'est la dilution absolument importante. Et c'est si bien que à la 9e centésimale, à 9 CH, t'as même plus une molécule par litre du produit en question. Donc c'est là où il y a toute la question de la mémoire de l'eau qui se met en place. Donc soigner par les semblables, soigner par la dilution, et la troisième loi de l'homéopathie, c'est la dynamisation. C'est-à-dire que si tu dynamises pas ta solution, ça fonctionne pas. Donc c'est
c'est un petit peu ésotérique, mais on le reconnaît volontiers, mais c'est une médecine empirique qui a démontré son efficacité, mais nous, on a eu des résultats spectaculaires. Et alors, pourquoi les paysans, ils étaient ravis qu'on fasse de l'homéopathie? Parce que, les paysans, pardon, les éleveurs, paysans, c'est un côté péjoratif, alors que pour moi, c'est une qualité. Mais bon, et pourquoi? Parce qu'avec une dose d'homéopathie à 3 €, tu soignes une vache de 500 kilos. En aigu, c'est spectaculaire, en aigu. En chronique, c'est plus compliqué, mais en aigu, c'est spectaculaire. On a soigné les mammifères. Flo s'était spécialisé dans le traitement des mammites en homéopathie. Et franchement, on a fait un boulot avec ça, mais c'est incroyable. Pourquoi tu crois que c'est aussi décrié aujourd'hui, du coup? Alors, c'est décrié pour plusieurs raisons, parce que aucun scientifique ne conçoive qu'un produit dans lequel il n'y a même plus une molécule par litre, donc même en dessous du nombre d'Avogadro, ce fameux nombre d'Avogadro, qui est l'équivalent de la matière, et donc ne peut concevoir que de l'eau puisse soigner un animal ou soigner un humain. Et ça, on est la première des médecines quantiques. Hein. Quand tu parles de médecine quantique à l'heure actuelle, tu t'en as plein la bouche, mais en fait, la première des médecines quantiques, c'est Hahnemann qui l'avait inventé il y a 200 ans. C'était extraordinaire. C'était la médecine par l'information, c'est-à-dire que l'eau est informée en quelque sorte du produit en question. Alors c'est très très difficile à comprendre pour un esprit cartésien, pour un scientifique. C'est pour ça qu'on a dit non, la mémoire de l'eau, les travaux de Benveniste, c'est nul. Le professeur Montagnier qui a repris quand même prix Nobel de médecine, hein, qui a repris les travaux de Benveniste et qui a démontré que ça fonctionnait très très bien, et il l'a démontré de façon spectaculaire. On a dit qu'il était sénile, qu'il était fou, etc. C'est dès qu'on sort des clous, et comme il n'y a rien à gagner dans l'homéopathie, franchement, c'est une médecine de pauvres, hein, l'homéopathie, il n'y a rien à gagner, ça a été démoli. Et il y a plus un seul médecin homéopathe qui ose dire qu'il est homéopathe. C'est malheureux ce qui se passe. C'est une chasse aux sorcières, c'est vraiment une chasse aux sorcières. Bah peut-être du coup avec les avancées sur la physique quantique, peut-être ça reviendra au goût du jour à un moment donné. Mais de toute façon, oui, en plus c'est démontré, la mémoire de l'eau a été très très bien démontrée, puisque l'expérience, j'incite les gens qui veulent savoir un peu ce qui s'est passé, d'aller voir l'expérience que le professeur Montagnier a fait avec la ville d'Italie, avec l'université de Lugano en Italie, et ils ont transmis des messages à l'eau par voie acoustique, hein, c'est-à-dire par téléphone. Ils ont transmis des messages à l'eau d'un bout à l'autre de Paris à Lugano par téléphone. Il faut voir expérience de Lugano du professeur Montagnier, c'est magnifique. C'est très troublant parce que tu t'aperçois que tu peux reconstituer l'ADN d'un virus par la mémoire de l'eau. C'est très très troublant, oui. Mais donc tout ce qui est troublant, hop, c'est ésotérique, hop, donc c'est pas correct, donc c'est pas de l'evidence-based medicine, donc on vire. Oui, ce fameux témoignage, enfin cette anecdote-là que tu allais nous raconter sur la vache que tu as malheureusement tuée. Ah oui, alors quand on dit ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, c'est très simple. C'était au début où je faisais de l'homéopathie. J'arrive dans une ferme, il y avait une vache qui était pas en bon état, qui était maigre, qui était pas en forme, et par inadvertance, le gars qui était très sympa, qui ne tapait pas sur ses vaches, lui a donné un coup de fourche dans le jarret, et du coup, elle a fait une infection du jarret avec un abcès énorme. Et donc l'abcès était pas tout à fait mûr, donc j'ai dit c'est trop tôt pour le percer, elle est pas bien en forme ta vache, je vais lui donner une dose d'éparsulfure. Éparsulfure en homéopathie, c'est le bistouri homéopathique, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça fait, en basse dilution, ça fait exploser un abcès, ça le fait mûrir en quelques heures et il perce. Et en très haute dilution, ça résorbe un abcès. Donc un abcès, quand tu veux pas qu'il se développe, par exemple un abcès d'un ganglion, tu dis j'ai pas envie que l'abcès saute dans un ganglion rétropharyngien, tu fais une haute dilution, tu résorbes le truc. Mais quand tu as un abcès bien visible, gros comme un ballon de handball, même plus un ballon, le jarret d'une vache qui ressemble à un ballon de foot plein de pus, qui est chaud, qui est douloureux, tu peux à peine toucher la vache sans qu'elle te donne un coup de pied. Ok, tu fais éparsulfure en basse dilution. Le lendemain, le gars, il me téléphone, ou c'est moi qui l'ai appelé, je me souviens plus, et il me dit, écoute, je suis embêté, ma vache, elle est morte. Ah, éparsulfure, on avait donné que ça, hein. La veille, à 5 heures de l'après-midi, une dose d'éparsulfure en 5 CH, j'avais donné une très basse dilution. Je lui dis, normalement, ça a dû faire sauter l'abcès. Il me dit, l'abcès, il a sauté dans la nuit et il y avait du pus de partout par terre, mais ma vache était morte à côté de sa flaque de pus. Alors, qu'est-ce que j'ai proposé au gars? Je lui dis, je vais faire marcher mon assurance, parce que c'est moi qui ai tué ta vache. Et il y a aucune autre chose qui est intervenue, rien. Et je lui dis, la deuxième chose, je vais aller l'autopsier à l'équarrissage. Donc l'équarrisseur est venu prendre la vache, comme ils font tout le temps, et à l'équarrissage, qui était pas très loin de là où je travaillais, de ma clinique.
Je suis allé autopsier la vache, j'ai ouvert la vache et elle était pleine d'abcès à l'intérieur et en particulier au niveau du foie qui avait explosé aussi. Donc ma dose d'homéopathie avait fait exploser les abcès internes et donc j'avais provoqué une péritonite aiguë par ma dose d'homéopathie. Donc j'ai tué une vache de 450 kilos parce que elle avait déjà un peu maigri. Les vaches Montbéliardes, elles font plus, elles font 550 kilos. Là, elle avait perdu 100 kilos parce qu'elle était pas bien, mais j'ai compris pourquoi elle était pas bien après, parce qu'elle avait des abcès partout à l'intérieur de l'abdomen, et en particulier sur le foie. Donc voilà, et par sulfure, une dose d'homéopathie à 1 euro. Oui, ça valait à l'époque 5 ou 6 francs, c'est ça, 1 euro. Et ben voilà, et j'ai tué ma vache. Bon, ceci dit, elle s'en serait peut-être pas sortie autrement au final. Alors, exactement. Elle aurait peut-être. C'est pour ça que le gars n'a jamais voulu faire marcher l'assurance parce que j'ai dit, tu viens avec moi à l'autopsie pour pas qu'il y ait de lézard entre nous. Tu viens avec moi et tu regardes ce qui s'est passé. Comme ça, tu me feras confiance. Je te raconterai pas de salade. Tu seras devant avec moi. Il est venu avec moi. Il a dit incroyable. Il a vu tous ces abcès. On voyait les poches des abcès vides et le pus dans l'abdomen partout. C'était impressionnant. Il m'a dit, c'est incroyable qu'une petite dose comme ça fasse ça. Et il me dit, c'est pour ça qu'elle mangeait pas bien, qu'elle était pas bien, etc. Et en fait, elle avait eu un corps étranger, une ferraille dans la panse, comme on dit, en fait, dans le réseau. Et c'est un corps étranger qui avait provoqué les absédations. Et cet abcès au jarret était la goutte qui a fait déborder le vase, parce que c'est à la suite de son coup de fourche que cet abcès, mais elle était déjà en septicémie, comme tu dis, elle serait morte de toute façon. Mais peut-être que 8 ou 15 jours plus tard. Parce qu'elle n'était pas en état de détresse quand je lui ai donné sa dose, pas du tout. J'ai pas pensé une seconde qu'il y avait des abcès à l'intérieur. Voilà, tout ça pour dire que l'homéopathie, ça fait pas toujours du bien. Et donc de l'homéopathie, vers où tu te diriges après en médecine alternative? Alors moi, en médecine alternative, voilà, j'ai arrêté mon assistanat à la laiterie, j'étais consultant, d'être consultant à la grosse coopérative qui, en fait, c'était les usines Candia Yoplait qui dépendaient de cette coopérative. Donc, je travaillais avec Candia Yoplait. Donc, c'était le deuxième groupe laitier en France quand même. Et donc, je suis revenu à la clientèle et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve un autre souffle. Parce que, tu vois, j'avais fait beaucoup de rural, la canine, j'en avais pas beaucoup fait. Je commençais à faire beaucoup de chirurgie parce que je me dis ça, je suis un pragmatique, il faut que je fasse la chirurgie. Donc, je faisais tous les matins de la chirurgie. Et puis, ma femme me dit, depuis le temps que tu parles d'ostéopathie, t'as qu'à t'inscrire à une école d'ostéopathie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'ostéopathie. Et de fil en aiguille, après l'ostéopathie, j'ai fait de l'acupuncture. Après l'acupuncture et l'ostéopathie, je me suis dit, je peux pas faire d'ostéopathie sur un chien ou de l'acupuncture et puis après lui filer des antibiotiques et de la cortisone. Et donc, je me suis intéressé à la phytothérapie. Je suis venu spontanément à la phytothérapie et puis la phytothérapie chinoise. Et ensuite, bien sûr, j'ai pas arrêté. En fait, ça fait 30 ans, 35 ans que je bosse comme un malade à apprendre. Oui, ça fait 35 ans que j'ai commencé ces médecines non conventionnelles. Et comme quoi, on peut commencer à n'importe quel âge. Quand je vois des jeunes, j'ai eu un jeune par mail hier qui était tout désemparé parce qu'il voulait faire des médecines non conventionnelles. Je dis, tu commences par un bout et tu vas pas tout faire en même temps, il faut du temps pour ça. Je lui dis, tu sais, moi j'ai commencé tard et je commençais à être bon quand j'ai pris ma retraite, en fait. Oui, d'ailleurs, comment ça se passe? C'est des écoles en France que tu Alors, visites? actuellement, c'est très simple. Il y a des formations inter-écoles de phytothérapie. Le DIE, diplôme inter-école de phytothérapie, qui est pas mal. Et moi j'ai fait des cours. J'ai un copain qui est très bon aussi, que j'ai formé, qui a suivi mes formations, parce que moi j'enseigne beaucoup à l'AVETAO. L'AVETAO, c'est l'Académie vétérinaire d'acupuncture et d'ostéopathie. Et l'AVETAO qui a été créée par un véto, dans lesquels ne sont admis que des vétos. Donc, pas de formation d'ostéopathe animalier, de phytothérapeute animalier. On est un très, très, comment dire, c'est pas du corporatisme basique, c'est simplement qu'on défende un petit peu les prérogatives des vétérinaires qui ont le droit de prescrire et de soigner. Tu vois, il y a des dérives de partout en ce moment. Donc, la VETAO, pour moi, c'est la meilleure école d'Europe d'ostéopathie et d'acupuncture. Et c'est là que le directeur de l'école d'ostéopathie et d'acupuncture m'a dit, il faut que t'enseignes ce que tu sais en phytothérapie. Et j'ai accepté bien volontiers parce que j'ai un peu la manie de vouloir transmettre. Depuis que j'étais assistant à l'école, je me suis aperçu que c'est quand même vraiment important, le peu qu'on sache, c'est de le transmettre.
Ma devise, c'est pas compliqué, c'est Sœur Emmanuel qui a dit, c'était la devise de Sœur Emmanuel. Je l'avais lu dans un bouquin et sa devise c'était tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et en matière de connaissances, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Quelqu'un qui transmet pas ce qu'il sait, mais quel que soit son métier, que ça soit un menuisier, un ébéniste, un fabricant de violons, n'importe quel artisan, un couvreur, un ardoisier, un arrêtier, le gars qui fait les arêtes des ardoises sur les toits, mais c'est un métier fantastique. S'il transmet pas, mais ça se perd, les métiers se perdent. Donc dès qu'on sait quelque chose, quelle que soit la formation, le métier, on doit transmettre. On doit rien garder pour soi. Et moi, rien ne m'énerve plus quand je vais à un congrès où le conférencier dit oh mais c'est trop compliqué pour vous finalement, quand vous avez un cas comme ça, finalement vous me l'envoyez. Et tu vois, ça je supporte pas. Ça, un conférencier qui recrute ses cas sans donner l'information, qui dit non mais en résumé vous êtes trop con pour comprendre, ça c'est moi qui vais le soigner pour vous. Tu vois, ça je supporte pas. Et je suis très très frappé de voir du nombre de vétos qui font comme les médecins. Dès que ça devient compliqué, hop, on transmet à un CHV, on transmet à des spécialistes, etc. Et ça me choque beaucoup, ça. Bah, ça revient à ce que tu disais au début, hein, ces peurs qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est toujours pareil, la peur. Alors, je veux pas faire le vieux con, mais c'est vrai que nous, quand on a commencé avec Flo à bosser, il y avait pas de CHV, il y avait pas de spécialiste, il y avait un ou deux gars qui faisaient de l'ophtalmo dans notre région, un qui faisait de la cardio et qui était loin, et un qui faisait de l'orthopédie et qui était loin et qui était très cher. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est formé puis on faisait tout. Alors on faisait pas tout très bien, on était spécialiste de rien, on essayait d'être des bons généralistes, c'est déjà pas mal. Mais on a fait des chirurgies orthopédiques, Flo elle avait des stages d'orthopédie, et moi j'ai fait des stages aussi d'imagerie, j'ai fait des stages d'ophtalmo, etc. Et on faisait tout nous-mêmes. Et quand on savait pas faire, on allait se former avant, ou on prenait un bon bouquin puis on y allait. De toute façon, les gens à l'époque nous disaient, mais si c'est pas vous qui le faites, je peux pas aller à Lyon j'ai pas les moyens d'aller à Lyon pour faire opérer un chien dans telle clinique. Et quand on leur annonçait le devis, ils disaient, mais non, c'est pas possible. Maintenant, c'est très surprenant de voir à quel point les gens sont capables, même avec des petits revenus, à mettre beaucoup d'argent sur un chien. Ça, c'est... Oui, c'est aussi ça qui freine, puisque finalement, on a une obligation de moyens en tant que vétérinaire, et donc on n'est plus dans cette école de la débrouillardise, on peut plus se permettre ce genre de choses. Et ça, c'est dommage, et ça, c'est la peur, tu as tout à fait raison de préciser ça, c'est la peur de se faire allumer derrière parce qu'on n'a pas utilisé tous les moyens. Mais par exemple, moi j'ai fait des centaines de ligaments croisés, avec Flo on a fait des centaines de ligaments croisés. Maintenant je vois quand les gens arrivent avec la clinique, non, ils font venir un chirurgien orthopédiste itinérant qui prend 4 fois plus cher que ce qu'on prenait nous, et qui fait la technique la plus lourde, la plus chère possible, et qui fait pas les techniques simples qui marchent aussi bien. Et ce chirurgien, tu te rends compte que ce chirurgien, que j'aime beaucoup, qui est un chirurgien très très sympa, et heureusement qu'il est là pour nous dépatouiller des cas difficiles, mais il nous a dit, mais pourquoi la technique des ligaments croisés, je pense à ça, mais il y a plein d'autres chirurgies où c'est pareil, on prend cette technique-là parce que c'est la technique, on est sûr que vous pourrez pas la faire vous, parce qu'il faut du matériel particulier, mais c'est pour que vous soyez obligé de nous appeler. Quand t'entends quelqu'un qui te dit ça, qui a l'honnêteté de le dire, d'abord merci à lui d'avoir l'honnêteté de dire ça, et je me dis mais quel dommage qu'on n'ait pas plus d'audace, pas plus de, et qu'on ait si peur de pas y arriver, quoi. On a aussi suivi la médecine vétérinaire a suivi finalement le pendant de la médecine humaine, de l'hyperspécialisation. Exactement, ce qui est absolument nul, parce que moi je suis très très frappé de ça, de voir que dès que le problème devient un petit peu compliqué, donc intéressant, parce que si on fait que des stérilisations et des vaccins et qu'on vend des croquettes et du frontline, c'est pas une vie, ça, c'est n'importe quoi. À mon avis, c'est catastrophique de vivre de ça, et c'est pour ça peut-être qu'à 50 ans, les vétos, ils en ont marre, ils prennent leur retraite très tôt ou ils font autre chose. Je suis très frappé de ça, de voir des vétos qui font autre chose que ce métier qui est un merveilleux métier, où on peut faire tellement de choses, on peut apprendre tellement et mettre en pratique ce qu'on a appris très rapidement. Moi, ça me désole de voir cette évolution qui s'est calquée sur la médecine humaine, et de voir les comment dire, la pléthore d'examens complémentaires, de
d'imagerie, mais enfin c'est incroyable. La semaine dernière, parce que je continue malgré ma retraite à aller à la clinique pour leur donner un coup de main quand ils me le demandent, ou quand j'ai les clients très pénibles ou les cas vraiment embêtants, ils sont tout contents que j'y aille. Donc moi j'y vais très volontiers d'ailleurs, hein. Moi ça me fait du bien, ça me maintient ça maintient mes neurones en forme. Et j'ai été très frappé l'autre jour d'une personne qui venait pour un ligament croisé. Et le diagnostic d'un ligament croisé, quand t'as l'habitude, c'est 3 minutes sur la table, tu fais le diagnostic. Même un chirurgien orthopédiste dira ça. Un chirurgien humain orthopédiste, il fait l'examen en 3 minutes et il sait qu'il y a une rotation, qu'il y a le signe du tiroir. Basta, on sait que le ligament croisé est pété. À la limite, on peut pas savoir tout de suite s'il y a que le ligament antérieur, s'il n'y a pas le postérieur, mais à la chirurgie, quand tu ouvres, tu le vois tout de suite. Donc, l'examen, c'est un examen clinique. Et ben, moi, j'ai vu une dame qui est venue pour un ligament croisé, pour me demander en second avis, pour me demander mon avis. Elle avait eu des radios, alors que les radios sont pas nécessaires, mais surtout, elle avait eu un scanner. Donc, la dame, elle en était à 800 € de frais pour qu'on lui dise, eh ben, il y a un ligament croisé, il faut opérer un ligament croisé. Et je lui dis, on vous a proposé quoi comme opération? C'était sur un petit chien léger. Eh ben, elle me dit, on propose une TPLO. Ah, d'accord. Alors que la TPLO, ça se justifie sur un chien de plus de 30 kilos, mais un chien de 10 kilos, ça se justifie pas. Et donc, je lui dis, on n'a pas besoin de tout ça. Tu vois, ça m'a choqué, ça. Je me suis dit, mais merde, faire un scanner pour ça, alors que je suis bien content d'avoir un scanner sur des pathologies neurologiques lourdes. Bien sûr qu'on est content d'avoir des scanners. On est content d'avoir un CHV qui fait les cas compliqués sur les scanners et tout. Je critique pas tout en masse, mais ça me surprend qu'on fasse tant d'examens complémentaires et pas un examen clinique approfondi. Et ça, c'est ce que l'ostéopathie et la médecine chinoise m'ont appris, c'est qu'en ostéopathie, tu touches le chien, tu le tripotes dans tous les sens. En acupuncture, tu le touches sur les trigger points, tu le touches sur les points d'acupuncture, tu prends les pouls chinois. Donc, un examen clinique où tu associes l'examen clinique de médecine occidentale, plus l'examen de médecine chinoise, plus l'examen ostéopathique, et plus l'interrogatoire d'homéopathie pour Flo, qui est souvent un interrogatoire qui dure facilement une demi-heure pour bien cibler le chien. Là, tu fais du vrai boulot de généraliste. Même si moi je suis spécialiste de rien, même si tu as accès à des médecines différentes, c'est un boulot de généraliste, ça. Et après, il faut toujours être humble dans ce qu'on fait, c'est-à-dire être à la hauteur de ce qu'on sait, et quand on sait pas, on va voir ailleurs. Moi, très souvent, je dis non, ça c'est pas pour moi, c'est pour un tel, c'est pour tel spécialiste, et aller voir celui-là plutôt que celui-là, parce que il me paraît plus compétent dans ce domaine-là, et un autre jour, ça sera celui que je sais pas quand. Tu vois, il faut être humble, mais il faut être motivé, il faut y aller, il faut être audacieux, et voilà. C'est ça qui rend le métier si intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.